Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, dont voici les titres. 3 nouvelles interpellations ont eu lieu hier. 2 journalistes et un acteur de la société civile. Les déclarations de condamnation se multiplient, à suivre celle du MPCR de Nouarzika et le communiqué de presse de l'ARDR. « 2500, c'est le nombre d'enseignants recrutés au titre de l'année 2011. La liste a été publiée. Le CEPRAS salue l'acte du gouvernement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information sur la télévision Labari. Suite à la vague d'interpellations dans les milieux de la presse privée nigérienne, de la société civile et des partis politiques, le mouvement patriotique donc pour une citoyenneté responsable a exprimé son mécontentement. C'était ce matin au cours d'un point de presse animé par le président du MPCR. Nouarzika, très fâché contre les autorités actuelles dans leur élan, selon lui, à piétiner la liberté d'expression. Suivons un extrait de l'intervention de Nouarzika avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. Nous avons, en ce qui nous concerne, été surpris de constater qu'aujourd'hui, c'est pratiquement le pouvoir qui se met dans une position de se mettre à violer les lois de la République, à violer la constitution que notre peuple s'est librement donnée. Dans notre constitution, la garantie est bien donnée de la liberté d'abord de penser, la liberté d'opiner, de donner donc l'opinion pensée, et la liberté de l'exprimer à travers tout moyen, en particulier les moyens de la presse, qui est le moyen le plus commun, parce que la liberté de presse est garantie dans notre pays. Et cette liberté de presse, tellement elle est garantie qu'une loi avait été prise, récemment d'ailleurs, en 2010 seulement, pour décider que, en ce qui concerne les délits commis par voie de presse, que les délits commis par voie de presse, en cette matière, la détention préventive est interdite. Ça veut dire qu'on ne peut pas appeler quelqu'un et le détenir au niveau de la police ou au niveau de la gendarmerie, encore moins au niveau des prisons, parce qu'on dit que le juge ne peut décerner ni mandat de dépôt ni mandat d'arrêt pour donner lieu à une possibilité de déposer quelqu'un dans une prison. Tout ça parce que il a été relevé qu'il n'y a pas de possibilité dans ce pays de jouir de la liberté d'expression et d'opinion si d'aventure nous n'arrivons pas à garantir la liberté de presse, qui est un des outils le plus marquant qui puisse rendre possible l'expression et qui puisse rendre possible la possibilité de donner ses opinions et de les partager avec les autres. Évidemment, la responsabilité qui est la nôtre nous commande chaque fois de faire preuve justement de sagesse et de responsabilité dans les propos que nous tenons. Rendez-vous en fin du journal pour suivre l'intégralité de ce point de presse animé par Nouarzika. Retenons qu'ils sont actuellement dans les locaux de la police judiciaire. 2 journalistes, Ousmane Dambaji, directeur de publication de l'hebdomadaire privé L'Union, Zakari Adamou, il est animateur du débat en Hausa sur la télévision Canal 3, et Nayoussa Jimraou du MPCR. Bon courage, chers confrères. Un ouf de soulagement pour les enseignants contractuels recrutés à la fonction publique au titre de l'année 2011. Le ministère de la fonction publique a enfin décidé de publier les matricules de ses agents après plusieurs mois d'attente. Une publication qui fait suite aux négociations engagées par les syndicats de l'éducation et le gouvernement après les récents mouvements de grève qu'a connu ce secteur. Michel Légy. C'est une publication qui fait suite à l'arrêté ministériel du 18 avril 2012 portant liste des candidats sélectionnés pour le recrutement sans concours à la fonction publique. Sur les 2500 enseignants recrutés, toutes catégories confondues, 2306 sont du cadre de l'enseignement du premier degré.
Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB estime que les autorités en charge de l'éducation ont mis trop de temps pour prendre en compte cette revendication qui ne constitue qu'un seul point sur les 9 de leur plateforme revendicative. Vraiment, aujourd'hui, c'est une satisfaction de joie qui nous anime. Mais il faudrait retenir que l'attribution des matricules n'est qu'un point parmi tant d'autres. Et nos autres revendications restent et demeurent, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait eu le décret qui a été pris en compte pour l'attribution des 5 000 qui jusque-là n'a pas été fait. Chose est que nous avons déploré, puisque ça a été dit que ça a compté du mois de janvier. Et force est de constater qu'après, quand même, comment est-ce qu'on appelle les paiements des salaires, nous avons constaté que ces 5 000 ne sont pas disponibles. Donc, c'est qui est sûr que jusque-là, cette revendication demeure. Et au-delà, les autres points, jusque-là, c'est des points qui ne sont pas satisfaits. Et nous comptons revenir à la chose pour que l'ensemble de nos points puissent trouver satisfaction. Puisque si vous avez constaté, d'année en année, l'État ne trouve que des moyens pour, projeter nos doléances à des années futures. Donc nous avons dit que vraiment trop c'est trop. Il faudrait que cela cesse. Et nous ne cesserons quand même le mouvement que nous allons engager, nous ne cesserons tant que nos différents points de revendication ne trouvent satisfaction. Ainsi, le SINASEB continue à exiger des autorités de la 7e République, entre autres, le paiement du reliquat des rappels salaires, l'adoption du statut particulier pour le secteur de l'enseignement, l'annulation pure et simple de la décision portant affectation du SIG régional du SINASEB Zander à Tillabéri et toutes les autres affectations qu'il juge arbitraires. Toutes les informations pratiques pour bien commencer l'année, c'est l'objectif de la 3e édition de la journée d'accueil des nouveaux bacheliers inscrits à la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou-Moumouni Diofo de Niamey. Une activité co-organisée par les étudiants, le corps professoral et l'administration de la FAST. Au menu, plusieurs activités culturelles, n'est-ce pas Omar Issouf? À l'entame de la cérémonie d'accueil des nouveaux bacheliers de la faculté des sciences et techniques, c'est la nigérienne qui a été chantée. C'est devenu une tradition chez les anciens étudiants de la faculté des sciences et techniques, le corps professoral et l'administration de cette faculté de souhaiter chaque année la bienvenue aux nouveaux pensionnaires de la faculté des sciences et techniques. Objectif, leur inculquer la façon dont fonctionne la faculté, mais aussi les aider dans le choix des filières. Les objectifs visés à travers ce grand rendez-vous du donner et de recevoir sont d'une part de porter à la connaissance des nouveaux bacheliers les différentes offres de formation de chaque département que compose notre faculté, d'autre part de leur permettre d'effectuer un meilleur choix de parcours académique. C'est le lieu ici d'inviter les camarades de nouveaux bacheliers à rester poursuivre les exposés des différents chefs de département afin de pouvoir mieux s'orienter. Au nom donc du doyen empêché, au nom des chefs du département, au nom des enseignants-chercheurs, au nom des PAT, donc personnel administratif et technique, et à mon nom propre, chers nouveaux étudiants, je vous souhaite la bienvenue dans votre faculté. Chers étudiants, nous avons une tradition qui est gage de la réussite, c'est le respect des aînés. Vous devez donc respecter vos enseignants, les personnels administratifs et techniques, et entretenir entre vous le respect mutuel et la cohésion. Ils sont contents d'intégrer la faculté des sciences et techniques. Ils promettent de vivre en parfaite harmonie avec leurs aînés. C'est un plaisir pour moi de pouvoir intégrer cette faculté parce que bien avant que je sois ici, mon rêve était d'être un biochimiste. Et aujourd'hui, à la faculté des sciences me permettra d'accomplir mon désir. Inch'Allah, nous allons faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour que nous puissions vivre ensemble dans une harmonie. La journée du 28 janvier sera un moment inoubliable pour les nouveaux bacheliers de la faculté des sciences techniques.
qui ont prévu d'organiser plusieurs activités culturelles. C'est la 3e fois que ce genre de cérémonie est organisé à la fac des sciences et techniques. Tu l'aides à identifier son chemin. Un volet reportage dans ce journal avec un phénomène de société, la recrudescence des cas de viol sur mineurs dans la communauté urbaine de Niamey. Les chiffres officiels effraient et doivent interpeller toute la chaîne de protection des droits des enfants au Niger. L'intensification des cas de viol sur les mineurs inquiète plus d'un. En effet, la cour d'assises de Niamey va se pencher sur 17 cas au cours de son audience. Voyons d'abord l'évolution qu'a pris la définition de viol sur un mineur. L'ancienne définition dans le code pénal, le viol, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. Bon, cette définition a évolué. Maintenant, le viol, ce n'est plus ça. Puisque dans cette définition, le viol ne peut être commis qu'à l'égard d'une femme. Bon, les gens ont vu que c'est un peu discriminatoire, ils ont essayé de modifier la loi, ils ont même modifié la loi. Maintenant, le viol est défini dans l'article 283 du Code pénal comme étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, surprise ou menace. Voilà la nouvelle définition du viol, ce qui veut dire que le viol, en tout cas, peut s'analyser du côté de l'homme comme du côté de la femme. Les statistiques sur les cas de viol sur les mineurs sont inquiétantes. Ainsi, les organisations actives pour la protection de l'enfant expliquent cette recrudescence pour plusieurs raisons. Cette recrudescence, si vous voulez, des violences de manière générale, mais également de la perte de certaines valeurs sociales et aussi, en tout cas, du fait qu'il y a un grand nombre aujourd'hui de jeunes qui sont très malheureusement délaissés à eux-mêmes, sans alternative. Et du coup, ils s'adonnent très malheureusement à la consommation de stupéfiants et à certains actes, en tout cas, qu'on peut même qualifier d'actes criminels. Et ça n'est cette pratique effectivement de la recrudescence donc du viol. Mais l'autre dimension de la chose aussi, c'est l'inaction très malheureusement des pouvoirs publics, l'inaction des collectivités, mais également l'inaction souvent des parents. C'est cet ensemble-là qui, combiné malheureusement, nous amène à ce cocktail-là. Quand je dis inaction, parce qu'aujourd'hui, très malheureusement, beaucoup de nos collectivités territoriales ne se focalisent pas sur la jeunesse en termes de planification et de budgétisation sensible à cette frange-là. Pourtant, un dispositif législatif répressif existe pour un viol commis sur un mineur. Le viol est réprimé de 10 à 20 ans de prison. Mais la loi essaie d'aggraver la sanction lorsque le viol est commis sur un mineur de moins de 13 ans. Dans ces conditions, le viol est réprimé de 15 à 30 ans de prison. Oui. La loi va loin. Lorsque le viol commis sur mineur, comme on appelle ça, est le fait d'un ascendant, c'est-à-dire les pères et mères du mineur, ou bien en tout cas ses parents, ou bien quelqu'un qui a autorité sur le mineur, ou bien si c'est un fonctionnaire ou bien un officier ministériel, la loi dit que cette fois c'est l'emprisonnement à vie. Malgré l'existence de ces sanctions, l'on observe souvent un mutisme des familles des victimes. L'augmentation des cas de vol sur mineurs dans la communauté urbaine de Niamey doit amener les acteurs à développer des stratégies pour surtout vaincre la loi du silence. Il faudrait également que les parents sortent effectivement de cet ancrage, en tout cas de la culture ou des traditions, des pesanteurs de la tradition, qui veut que nous ne parlions pas de sexualité avec les enfants. Je pense que c'est une erreur. Un autre point sur lequel, à mon avis, il faut s'y attaquer, c'est la scolarisation. Il faut véritablement créer les conditions pour que les jeunes filles soient protégées. Je pense qu'à un moment, il y avait eu la loi protégeant la jeune fille en cours de scolarité. Il faudrait même enlever en cours de scolarité. Il faut carrément protéger la jeune fille. Et il faut un cadre juridique. Et là, je pense que tout le monde est interpellé. Il faudra également mettre à contribution, vous qui êtes les médias, pour que les enfants, vous puissiez leur donner la parole, pour que vous puissiez créer des plages
en cas de sensibilisation, où les parents peuvent comprendre qu'ils ont l'impérieux devoir de communiquer avec leurs enfants et que les enfants aussi puissent savoir que si même il y a des blocages au niveau de la prise de parole au sein de la famille, qu'avec les médias, qu'avec la ligne verte, qu'avec les clubs d'enfants, qu'avec par exemple le cadre consultatif des enfants et jeunes ou avec par exemple le conseil de la jeunesse, il y a cette opportunité ou avec le parlement des jeunes de pouvoir parler avec quelqu'un. Les auteurs de viols sur mineurs doivent être châtiés sévèrement. Il revient donc aux autorités de prendre des dispositions pour solutionner cette recrudescence de viols sur mineurs dans la capitale qui prend des proportions alarmantes. Avant la partie magazine de ce journal, ce communiqué de presse de l'ARDR, l'opposition politique, s'est prononcée sur la situation née de l'interpellation des journalistes, acteurs de la société civile et politique. La substance de ce communiqué de presse avec Hassan Saleh Moussafa. L'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR, l'opposition politique, réagit relativement aux interpellations de ces derniers jours. Dans un communiqué de presse rendu public ce 28 janvier 2014, l'ARDR note que la Constitution du Niger du 25 novembre 2010 dispose à son article 30 que toute personne a droit à la liberté de pensée, d'opinion, d'expression, de conscience, de religion et de culte. L'État garantit le libre exercice du culte et l'expression des croyances. Depuis quelques jours, poursuit le communiqué de l'ARDR, des citoyens nigériens, notamment des journalistes de la presse privée et de la société civile, se trouvent dans le collimateur du régime dictatorial et autoritaire de la 7e République pour avoir tout simplement exercé leurs droits consacrés par la Constitution. Ainsi, poursuit l'ARDR, c'est ainsi que Soumana Idriss Maïga, directeur de publication du quotidien L'Enquêteur, Mahamadou Doudou Rahama, militant du parti CDS Rahama, Abdou Maman dit Abdou Wadata, journaliste animateur de l'émission Débat Gaskia à la télévision Bonferré, ont été mis en garde à vue pendant plusieurs jours dans le locaux de la police judiciaire de Niamey. Ils ont été libérés hier lundi 27 janvier 2014 par le procureur de la République qui n'a retenu aucune infraction contre eux. Selon le communiqué de l'ARDR, ces différentes violations des textes de la République ont été initiées par le ministre de la Justice Samorou Amadou à l'occasion d'un point de presse au cours duquel il a identifié et stigmatisé 5 personnes en sa qualité, disait-il, de chef de parquet pour instruire la justice afin de poursuivre, arrêter et condamner ces fauteurs de troubles. L'ARDR poursuit en disant qu'il s'est permis d'indiquer les chefs d'inculpation qui seront retenus contre eux. Atteinte à la sûreté de l'État et injure au président de la République. Toujours selon ce communiqué de l'ARDR, selon les dispositions de la Constitution ainsi que l'article 65 de l'ordonnance du 4 juin 2010 portant un régime de la liberté de la presse au Niger, en matière de délit de presse, la détention préventive est interdite. Le juge ne peut décerner ni mandat de dépôt ni un mandat d'arrêt. En agissant comme il l'a fait, poursuit le communiqué de l'ARDR, le ministre de la Justice Samorou Amadou a commis le délit d'attentat à la liberté des citoyens prévu et puni par le code pénal et susceptible de poursuite devant la haute cour de justice. Juste après la libération par le procureur de la République de 3 premières personnes gardées à vue, 2 autres journalistes portant ainsi le nombre à 5 et acteurs de la société civile ont été interpellés à la police et seront bientôt déférés devant le procureur de la République, poursuit l'ARDR. Face à ces violations répétées des textes de la République, le régime du Gouri système, au premier chef, le président de la République, veut mettre la presse privée et les organisations de la société civile sur leur propre contrôle et leur propre tutelle. Comme l'ARDR l'a déclaré dans l'une de ses conférences de presse, poursuit le communiqué, le régime de Issouf Mahamadou, dans sa volonté de régenter le pays par la dictature et l'autoritarisme, étant désormais sa répression implacable sur les journalistes de la presse privée et les responsables des organisations de la société civile. C'est pourquoi, selon ce communiqué, l'ARDR se félicite, encourage et apporte tout son soutien aux journalistes persécutés et aux membres des organisations de la société civile dans leur combat pour la préservation de la liberté collective et individuelle. Aussi, l'ARDR rappelle-t-elle au président de la République qu'en raison du serment constitutionnel qu'elle a prêté,
Il a l'obligation et le devoir de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République que le peuple s'est librement données. La RDR conclut en se disant déterminée à être aux côtés des organisations de défense des droits de l'homme et du citoyen dans leur lutte contre toute forme d'arbitraire, d'intimidation et de totalitarisme. C'était là la substance donc du communiqué de presse de l'ARDR, l'opposition politique. Donc, nous arrivons à présent à la partie magazine de ce journal qui est consacré. Donc, la partie magazine est consacrée plutôt au point de presse du président du MPCR, nous Mamadou Arzika, relativement à la mise en garde, donc à la PJ de son secrétaire général Négus Jimerou et deux autres journalistes indépendants, Ousmane Dambaji et Zachary Adamou. Très bonne réception. Nous avons, en ce qui nous concerne, été surpris de constater qu'aujourd'hui, c'est pratiquement le pouvoir qui se met dans une position de se mettre à violer les lois de la République, à violer la Constitution que notre peuple s'est librement donnée. Dans notre Constitution, la garantie est bien donnée de la liberté d'abord de penser, la liberté d'opiner, de donner donc l'opinion pensée, et la liberté de l'exprimer à travers tout moyen, en particulier les moyens comment on appelle de la presse, qui est le moyen le plus commun, parce que la liberté de presse est garantie dans notre pays. Et cette liberté de presse, tellement elle est garantie qu'une loi avait été prise, récemment d'ailleurs, en 2010 seulement, pour décider que, en ce qui concerne les délits commis par voie de presse, que les délits commis par voie de presse, en cette matière, la détention préventive est interdite. Ça veut dire qu'on ne peut pas appeler quelqu'un et le détenir au niveau de la police ou au niveau de la gendarmerie, encore moins au niveau des prisons, parce qu'on dit le juge ne peut décerner ni mandat de dépôt ni mandat d'arrêt pour donner lieu à une possibilité de déposer quelqu'un dans une prison. Il a été relevé qu'il n'y a pas de possibilité dans ce pays de jouir de la liberté d'expression et d'opinion si d'aventure nous n'arrivons pas à garantir la liberté de presse, qui est un des outils le plus marquant qui puisse rendre possible l'expression et qui puisse rendre possible la possibilité de donner ses opinions et de les partager avec les autres. Évidemment, la responsabilité qui est la nôtre nous commande chaque fois de faire preuve justement de sagesse et de responsabilité dans les propos que nous tenons. Ça a été toujours notre ligne de conduite. Et ce que notre camarade a pu dire à l'occasion du débat, retenez les chefs d'accusation. On parle de délit de presse et dénonciation calomnieuse. C'est pour cela que notre camarade est aujourd'hui entre les mains de la justice, et j'allais dire entre les mains de la police, parce que pour le moment, on n'est pas arrivé à la justice. C'est la police et qui est entre les mains du gouvernement, et donc sous l'autorité du gouvernement. C'est cela aujourd'hui qui nous amène à nous inquiéter pour notre République, pour notre pays, pas pour nous-mêmes, mais pour notre pays. Parce qu'on ne peut pas faire un tel parcours et qu'en un rien de temps, les gens se réveillent et comme par rêve, et ils décident de croire qu'ils sont capables de pouvoir contenir tout le monde et ramener tout le monde dans une logique de pensée unique. Et d'ailleurs, quelle pensée? C'est ça. Si c'était encore une pensée qui était une pensée positive, une pensée courageuse, une pensée engagée, une pensée déterminante, une pensée qui, justement, est de nature à nous amener, à nous contenter de ce qu'ils font parce qu'ils sont les illuminés, qui sont capables de tout comprendre, de tout faire, de tout savoir, en bien pour nous tous. Si c'était le cas, on allait se contenter de ça. Donc ils allaient réfléchir à notre place, ils allaient penser à notre place, ils allaient tout mettre en œuvre à notre place. Et nous, en tant que citoyens, on va seulement croiser les bras pour subir la dictature de la pensée unique, bien pensée. Mais malheureusement, on voit bien. Et c'est cela qui est très grave et qui est même inquiétant. Aujourd'hui, les acteurs de la société civile, j'allais dire les citoyens de manière générale, sont pratiquement
chosifiés. Et ils sont pratiquement... pratiquement, il y a une sorte de mise en doute de leurs droits et de leurs devoirs. Pourtant, nous avons travaillé d'arrache-pied. Nous nous sommes battus dans ce pays et tout le monde le sait. On n'a jamais fléchi, ni jamais choisi de nous reposer par rapport à ce combat. Le combat pour une citoyenneté responsable. Le combat pour la défense de la nation et du peuple. Le combat pour l'affirmation et la création des conditions d'une vraie république, d'une vraie démocratie qui soit celle qui puisse garantir à tous les citoyens le droit à la jouissance de toutes les libertés et de tous les droits qui sont garantis par la Constitution. Ce qui est très dommage et qui est scandaleux et qui est inquiétant pour eux, parce qu'aujourd'hui, nous commençons à nous inquiéter d'eux. Parce que nous avons entendu le ministre de la Justice, dans les propos qu'il a tenus. Il a dit qu'ils sont engagés aujourd'hui à être dans la position de s'en prendre à tous les mal-pensants qui viendraient à avoir des idées qui sont de nature à dire qu'ils commettent des erreurs ou des fautes de leur gouvernance. Est-ce que c'est faux? La Constitution est très claire à son article 4. Dans l'exercice du pouvoir d'État, un certain nombre de pratiques sont prévues pour être bannies, notamment le pouvoir personnel. La personnalisation du pouvoir, c'est interdit. On a interdit le favoritisme. On a interdit le détournement, l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent et bien d'autres choses. Mais ce qui est absolument important, qu'il faut absolument retenir, bien que la corruption ait été interdite dans l'exercice du pouvoir d'État, l'enrichissement illicite ait été interdit dans l'exercice du pouvoir d'État, et un certain nombre de pratiques, notamment le trafic d'influence, ait été interdit dans l'exercice du pouvoir d'État, nous avons constaté les acteurs qui agissent dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'État, justement, ils s'adonnent à ces pratiques. Et c'est cela que notre camarade a été amené à relever, parce que c'est notre position. Nous avons effectivement dénoncé que, jusqu'à preuve du contraire, dans ce pays, d'ailleurs plus que jamais, le régime actuel, la corruption dans le cadre de ce régime actuel, le détournement dans le cadre de ce régime actuel, on n'a jamais connu autant comme on le connaît aujourd'hui. Parce que c'est la première fois qu'on a affaire à un régime où on a assisté en l'espace de moins de 3 ans aujourd'hui, où les acteurs du pouvoir sont venus à s'enrichir, se sont embourgeoisés. Ils sont devenus des multimilliardaires. Et ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas du mensonge. Ce que notre camarade Magie a soulevé, ce n'est pas faux. Évidemment, nous connaissons les gens. C'est très clair ce qu'il a dit. Nous connaissons les gens avec qui nous y étions. Ensemble. Avec qui nous avons partagé toutes les galères. Et nous connaissons aujourd'hui encore dans quoi ils sont. Quel est leur nouveau mode de vie? Nous savons aujourd'hui, parmi eux, qui sont venus à s'embourgeoiser. Non seulement ils ont des richesses au niveau national, mais ils ont acquis aussi des richesses à l'extérieur. Quelle est la faute de celui qui relève une situation comme ça et qui dit, et qui interpelle le président de la République qui a fait le serment de veiller à l'application de la Constitution à tous les niveaux et de veiller à préserver les biens publics. Parce que dans la Constitution, c'est très clair. À l'article 41 de la Constitution, il est dit clairement, les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Toute personne. On n'a pas dit X ou Y, c'est toute personne. Aujourd'hui, combien de fois nous avons assisté à tout ce que les magies ont soulevé? Notamment le fait d'assister dans les réunions des baptêmes, mariages et autres. On voit les femmes de ministres, on voit les enfants des ministres, les enfants de certains responsables de l'État, avec des moyens publics, des voitures de l'État, en train de circuler avec un week-end dans des affaires privées qui n'ont rien à voir avec la vie publique. Est-ce que c'est une invention? Est-ce que le fait de le dire, cela est un problème? Est-ce que le fait de dénoncer ça, c'est un problème?
On a parlé de la corruption des acteurs. C'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement là, a été capable d'arrêter la corruption dans les services? Il a été capable de cesser d'accepter d'être corrompu lui-même. Oui. Sinon, les choses sont très claires. En termes de revenus, c'est connu là. Les lois ont été prises, qui ont défini c'est quoi les salaires des ministres. C'est quoi le salaire du Premier ministre. C'est quoi le salaire du président de la République. C'est quoi le salaire des autres membres des institutions de la République. Vous allez me dire que tout ce qu'ils sont en train de faire dans ce pays-là, c'est avec leur salaire qu'ils sont en train de le faire. Ils peuvent nous dire que c'est à cause de leur salaire. Même les fonds politiques sont connus légalement. Même les fonds politiques. Et les fonds politiques ne sont pas prévus normalement pour faire un usage autre que dans l'intérêt de l'État. Et aujourd'hui, est-ce que c'est dans ça qu'on fait? Donc, il faut arrêter de prendre des gens pour des enfants. Le peuple nigérien n'est plus un peuple d'enfants. C'est un peuple de citoyens responsables. Parce qu'il y a des citoyens qui ont accepté de sacrifier leur vie au quotidien pour aider le peuple à connaître c'est quoi la vérité de ce qui se passe dans les actes de gouvernance dans notre pays. Nous estimons que ça c'est un problème. Il y a ceux qui commettent des fautes et qui sont là en train de les commettre chaque jour. Et ceux qui les relèvent ou qui les dénoncent, c'est eux qu'on poursuit. La corruption, la concussion, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le népotisme, le pouvoir personnel et le culte de la personnalité. Parmi tous ces points-là qu'on vient de citer, qui sont dans les préambules de la Constitution, qu'est-ce qui n'existe pas? Quel est le point qui constitue les éléments pour lesquels le peuple a le droit de s'opposer? On a dit, réaffirmons notre opposition absolue. C'est un engagement de notre peuple. De s'opposer à toutes ces pratiques-là, qui sont là dans la Constitution. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui n'est pas en train de s'observer aujourd'hui dans ce pays par rapport au régime actuel?